Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux à cette présentation des métiers de 2030. Alors, on va se passer la parole avec Nathalie, j'espère aisément. Vous nous en voudrez pas, on n'a pas complètement répété, c'est pas totalement notre métier. Mais on va faire de notre mieux et j'espère qu'à distance, ça va mieux que tout à l'heure parce que visiblement, certains d'entre vous à distance n'entendaient pas très bien. Donc, les métiers 2030, les introductions vous l'ont rappelé, c'est un exercice de prospective qu'on mène à France Stratégie avec la DARES depuis les années 90. Donc, ce n'est pas du tout la première édition. C'est un exercice qui vise à anticiper à l'horizon de 10 ans, donc à la fois les besoins de recrutement et les viviers qu'on peut mettre en face. Je vais vous expliquer ça très largement. C'est un exercice quantifié parce qu'on a besoin d'avoir une idée de l'ampleur de ce qui nous attend. Ça ne veut pas dire que c'est un exercice où il faut regarder dans le détail des chiffres au millier près. Encore une fois, la prospective, c'est quelque chose qui est incertain, mais on a dedans quelques certitudes et la démographie en est une. Nathalie vous le rappellera tout à l'heure. C'est aussi, bien que ce soit un exercice quantifié, c'est un exercice qui est très largement concerté. Donc, il est concerté au niveau national, en particulier avec les branches professionnelles, mais aussi avec les partenaires sociaux qui sont réunis dans un comité d'orientation, mais aussi avec les administrations de l'État auxquelles on a fait appel à plusieurs reprises, à la fois sur les métiers eux-mêmes, mais en particulier dans les métiers de la santé, mais aussi sur la méthode, puisqu'on a eu l'aide de l'INSEE de l'Institut statistique de l'éducation nationale pour faire nos projections. Et puis, on a eu un partenariat très rapproché avec les Cariforef et en particulier le réseau, la tête de réseau, le RCO, qui nous ont aidés très concrètement à valider ou invalider nos résultats régionaux puisque dans ce quatrième exercice de prospective, pour la première fois, on a régionalisé nos projections. Avant, on les faisait qu'au niveau national et c'était une demande de nos mandants puisque on avait fait une étude d'impact de notre précédent rapport qui nous avait dit ce serait bien quand même que vous fassiez de la régionalisation et il y avait des exercices régionaux qui étaient disparates et qui n'étaient pas du tout faits, de la même manière et qui donc n'étaient pas comparables entre eux, qui était, fort dommage. Donc voilà, c'est chose faite et c'est, ce que je vais vous présenter. Je vais d'abord vous présenter la démarche et les résultats nationaux avant de rentrer dans la comparaison des résultats régionaux. Cette démarche, elle est d'abord, donc ne soyez pas effrayés. D'habitude, je le fais petit à petit, mais là visiblement l'animation a sauté. Donc ce qu'on, modélise sur le marché du travail, c'est plusieurs flux. Le premier flux, tout à fait à droite, en orange, ce sont les départs en fin de carrière. Alors ce qu'on appelle les départs en fin de carrière, ce sont les seniors qui vont progressivement partir en retraite, au cours, des années qui viennent et jusqu'en 2030 et ce sont des cohortes très nombreuses sur le marché du travail puisque ce sont les dernières générations du baby boom. Les générations du baby boom, démographiquement, c'est celles qui sont nées jusqu'en 1974 parce que c'est des corps de naissance qui sont très nombreuses et après celles qui, leur succèdent le sont beaucoup moins et donc c'est ces gens qui sont aujourd'hui sur le marché du travail et qui vont partir en retraite et pour, estimer leur départ, on tient compte à la fois de leurs caractéristiques sociodémographiques parce que quand vous avez fait des longues études ou que vous avez commencé à travailler tôt, bah, vous partez pas au même âge puisque vous n'avez pas au même âge la retraite à taux plein. Et puis on tient compte aussi, quand vous êtes un homme ou une femme, vous partez pas en retraite au même moment non plus, pour des raisons différentes cette fois. Et puis on tient compte des régimes de retraite parce que les indépendants, par exemple, partent plus tard que les salariés. Le deuxième flux qu'on modélise sur le marché du travail, ce sont les créations nettes d'emplois, qui sont, modélisées à travers un modèle macrosectoriel, qui nous donne, une cohérence d'ensemble, qui nous donne un résultat en termes de création d'emplois par secteur. Donc ça, par rapport à ce précédent où on allait avoir des postes vacants qu'il faut remplacer, là, on modélise les postes nouveaux, donc nouvellement créés, qui n'existent pas encore et ces postes nouvellement créés, donc on les déduit d'une création d'emplois par secteur
Et après, on a une matrice secteur métier, puisque ce sont les secteurs qui recrutent les métiers, qui nous permet d'aller jusqu'à cette maille-là et de dire quels sont les métiers qui vont le plus recruter demain. Et de la somme des créations nettes d'emplois et des départs en fin de carrière, on déduit les besoins de recrutement sur le marché du travail au niveau national. En face de ces besoins de recrutement, on modélise un seul flux de vivier de recrutement, qui sont les jeunes débutants en emploi, 3 ans après leur sortie d'études initiales, à qui donc à partir des enquêtes, on est capable de mesurer à la fois les sortants du système éducatif et les métiers qu'ils ont eu la propension à occuper par le passé, parce que ce qu'on fait, c'est quand même très tendanciel. Il y a plusieurs autres flux, qu'on n'a pas modélisés, à qui on n'a pas affecté grosso modo un métier, pour des raisons diverses, mais dont on tient compte qualitativement. Le premier flux, ce sont les changements de métier, parce que, quand vous occupez un métier, vous n'allez pas le garder toute votre carrière et d'une manière générale, vous avez des entrées et des sorties du métier. Mais vous avez des métiers, en particulier quand ils sont qualifiés, qui ont plus d'entrées que de sorties, puisqu'il y a une ascendance sociale, hein, il y a de la mobilité sociale. Et donc, grosso modo, tous les métiers qualifiés vont avoir beaucoup d'entrées de travailleurs déjà expérimentés. Et puis, vous avez à l'inverse des métiers qui ont beaucoup plus de sorties que d'entrées. C'est en général des moins qualifiés, juste pour la même raison. Donc, c'est totalement symétrique. Et puis, vous avez aussi les sorties du chômage et dans notre projection, c'est très important, mais on n'attribue pas un métier à un chômeur. Et là encore, les métiers sont diversement, ont pas du tout la même propension à recruter des chômeurs, parce que d'abord, vous avez des métiers où il y a pas de chômeurs, comme les ingénieurs informatiques. Donc voilà, donc c'est un métier qui est en croissance quel que soit le cycle, donc vous allez avoir du mal. Et puis vous avez des métiers qui ont des compétences spécifiques et où effectivement, n'importe quel chômeur ne pourra pas convenir et donc on n'a pas la même propension. Et puis vous avez 2 autres flux, qui, vont équilibrer, si vous voulez, ce marché du travail. Il y a les sorties d'inactivité qui vont être très importantes dans les métiers d'aide à domicile, par exemple, qui sont aussi des reprises d'activité, de femmes qui ont élevé leurs enfants et puis, la propension des métiers à recruter des immigrés récents et là aussi, c'est pas du tout équivalent, selon, les métiers, c'est très différent. Alors le résultat, le premier résultat, c'est évidemment, quels sont les métiers qui sont les plus créateurs d'emplois à 2030. Ces métiers les plus créateurs d'emplois à 2030, ce sont essentiellement des métiers de cadre. D'une part, ces métiers de cadre qui relèvent à la fois de l'élévation du niveau de diplôme, des actifs, hein, et de la population d'une manière générale, mais aussi de la spécialisation de la France dans des services à haute valeur ajoutée, d'une manière générale. Heu, excusez-moi, c'est pas le covid. Et le 2e, type de métiers qui sont très en croissance, ce sont les métiers d'aide et du soin. D'abord parce que dans notre modélisation, on a mis, une préférence pour la santé post-covid assez importante et qui faisait aussi suite au Ségur de la santé. Donc avec une importance, encore plus prépondérante de la santé, mais aussi parce que ce sont des besoins structurels qui sont liés, évidemment au vieillissement de la population, hein, qui, est général et qui va, avoir, à gérer un système de santé et d'aide qui va avoir à gérer, de plus en plus de personnes en perte d'autonomie et enfin, on a une troisième catégorie qui est très en croissance, ce sont les ouvriers de la manutention. Là encore parce que, ça fait référence au développement beaucoup, du e-commerce et de la logistique, mais aussi, parce que, dans notre modélisation, qui est une modélisation post-covid, on a pris en considération le fait qu'on avait eu une accélération, du e-commerce, post-pandémie. Alors si on a j'ai dû faire une bêtise. Non, 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 c'est ça. Mais avant d'aller plus loin et Ah pardon. pour, stimuler un peu, la salle et les participants à distance, on vous propose de faire un petit quiz. Alors pour ça, il faut que vous utilisiez vos téléphones ou alors pour ceux qui sont à distance, que, vous ouvriez en fait une deuxième fenêtre et que vous alliez sur le site WooClap, wooclap.com et on va vous demander tout de suite en fait, le code de l'événement
Et ce code, c'est PMQ en majuscule 2030. Et vous arrivez sur une question. D'ici 2030 en France, quels seront les 3 métiers avec le plus de postes à pourvoir? On vous laisse encore 1 minute ou 2. Alors Cécile, je vais te repasser la parole pour commenter les résultats à ce quiz. Alors, donc vous avez mis à 77% aide-soignant et ingénieur de l'informatique, donc ex aequo en premier. Ensuite, vous avez mis infirmier sage-femme en troisième. Et les autres, ils sont dans les tréfonds. Alors on va voir, dans la suite de la présentation, si vous avez eu raison de mettre ingénieur informatique, aide-soignant et infirmier parmi les métiers aux plus grands besoins de recrutement. Oui. Merci Nathalie. À Alors gauche, attends, voilà. voilà, c'est là, ouais. Hop. Les besoins de recrutement, comme je vous l'ai dit au début, ça n'est pas seulement les créations nettes d'emplois, mais ce sont également les départs en fin de carrière. Et en fait, vu notre démographie, les départs en fin de carrière vont être beaucoup plus nombreux que les créations d'emplois, même si notre projection est relativement dynamique en termes d'emploi. Grosso modo, en moyenne, au niveau national, 9 postes à pourvoir sur 10, ce sera des postes laissés vacants par les seniors et non pas des créations d'emplois. Et donc, ces postes laissés vacants par les seniors, sur ce graphique, ce sont les barres oranges. Donc, vous voyez, par rapport aux barres bleues, qui sont les créations d'emplois, c'est pas tout à fait de même nature. Et la hiérarchie des métiers avec le plus fort besoin de recrutement ne sont pas nécessairement les métiers qui sont les plus créateurs d'emplois. Et donc, les métiers avec les plus forts besoins de recrutement sont des métiers qui sont numériquement très importants, hein, mais ce sont les 2 premiers, ce sont les agents d'entretien et les enseignants. Les agents d'entretien, c'est 1,3 million d'emplois. Les enseignants, c'est 1 million d'emplois. Et ce sont des métiers qui sont très peu créateurs d'emplois, mais en particulier pour les agents d'entretien dont la part des seniors est très élevée et donc qui vont partir en retraite d'ici 2030. Et ensuite, vous avez les aides à domicile qui n'étaient pas non plus dans le top 3 de votre classement, qui elles sont, elles parce que je dis elles parce que ce sont essentiellement des métiers très, très féminisés. Ce sont, des, métiers, qui sont très créateurs d'emplois en projection, hein, donc toujours liés, à ce besoin d'assistance aux personnes en perte d'autonomie, mais qui sont des métiers aussi où la part des seniors est très importante. Et puis les ingénieurs informatiques que vous avez mis, en premier, les ingénieurs informatiques sont les métiers qui sont les plus créateurs d'emplois en projection, mais qui sont des métiers relativement jeunes sur le marché du travail et donc qui vont avoir proportionnellement, moins de départs. C'est d'ailleurs même le seul métier qui a plus de création d'emplois que de départs en fin de carrière dans notre projection. Et les aides-soignants sont des métiers qui sont, plus équilibrés, mais qui, sont, en 5e position, dans la hiérarchie des métiers à fort besoin de recrutement parce que c'est des métiers très créateurs d'emplois aussi,
mais qui ont, un niveau de senior qui est, moyen et donc du coup, ça fait pas partie, des premiers métiers. En fait, c'est la leçon de ce qu'on fait. On insiste toujours beaucoup sur le fait qu'il faut pas juste la dynamique d'emploi, c'est très important, mais il y a d'autres flux sur le marché du travail et celui-là, lié à la démographie, dans l'avenir très proche, il est considérable et il faut en tenir compte pour s'adapter. Donc si on met en regard des besoins de recrutement qui sont toujours, nos, barre orange et bleue à droite, les, jeunes débutants qui vont, débuter sur le marché du travail, qui sont les barres rouges à gauche. On est en mesure d'identifier un déséquilibre potentiel. Donc il est, potentiel et partiel, comme je vous l'ai montré, puisqu'on a plein d'autres flux qui vont pouvoir, les combler et ce déséquilibre, il est symbolisé par les petits losanges, que vous avez au milieu, essentiellement des barres oranges. Et donc, les métiers que je vous ai triés, sur ce graphique sont les mêmes que les, métiers précédents, c'est-à-dire ceux qui sont à plus fort besoin de recrutement. Et donc vous avez des métiers où vous avez, beaucoup de jeunes, comme, les infirmiers, mais aussi et surtout, par exemple, les vendeurs qui sont un métier, de première expérience. Mais dans la plupart des métiers, on a, à fort besoin de recrutement. On va pas avoir tout à fait assez de jeunes pour pourvoir spontanément sur le marché du travail l'ensemble des postes ouverts. Et dans, un certain nombre de ces métiers et c'est, l'indicateur qui vous est mis tout à fait à droite, dans beaucoup de ces métiers, les tensions sur les recrutements sont déjà très fortes ou fortes aujourd'hui. Alors comment interpréter justement la puissance, de ces tensions aujourd'hui et les déséquilibres potentiels à long terme? Alors on estime qu'à partir d'un certain seuil, parce que comme je vous l'ai dit, on a d'autres flux qui vont rentrer, de déséquilibre positif, c'est-à-dire de déficit de main-d'œuvre à long terme, on estime que si les tensions, sont fortes et que, le déficit de main-d'œuvre à long terme est fort, les tensions vont s'accentuer et ça va être le cas, en particulier des aides à domicile, mais aussi des techniciens, des industries mécaniques ou des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. Si, les tensions, sont, fortes aujourd'hui et que le déficit est faible, on estime que les tensions actuelles, elles vont se maintenir. C'est le cas en particulier des infirmiers et des sages-femmes ou des ingénieurs informatiques. Si les tensions sont fortes aujourd'hui et que, au contraire, on n'a pas un déficit à long terme, mais un surplus de main-d'œuvre, on estime que les tensions vont se réduire et c'est en particulier le cas des employés de l'hôtellerie-restauration, parce que dans notre modélisation, on n'a pas été très gentil sur la restauration puisqu'on a dit post-Covid, on faisait beaucoup de télétravail et que du coup, on allait moins au restaurant, y compris d'entreprise. Mais aussi, ce sera le cas des techniciens de la banque et des assurances ou des employés de la comptabilité qui sont des métiers qui sont, très vulnérables à l'automatisation. Et enfin, on a des métiers qui ne sont pas en tension aujourd'hui et qui vont connaître un déficit très important de main-d'œuvre à long terme et donc où les tensions pourraient apparaître et c'est en particulier le cas des agents d'entretien qui sont donc, les métiers à plus fort besoin de recrutement ou des ouvriers, qualifiés de la manutention. Alors si on passe maintenant à la régionalisation des projections. Donc, ce qu'on a fait pour régionaliser ces projections, c'est grosso modo, en dehors des départs en fin de carrière qui ont été modélisés directement, au niveau régional, on a pris, la part de la région dans le métier et on a regardé, tendanciellement, comment, elle évoluait, aussi bien pour, les, créations d'emplois que pour les jeunes débutants. Et dans les graphiques, suivants, je vais vous comparer en fait les régions entre elles, sur, tous les flux que je vous ai déjà analysés précédemment, d en exprimant ces flux en pourcentage de l'emploi de 2019 parce que, vous avez des régions qui sont pas du tout équivalentes numériquement, hein. Donc, l'Île-de-France, 6 000 000 d'emplois, les Hauts-de-France, c'est 2 millions. Donc,
pour pouvoir comparer les régions entre elles, il faut que vous ayez, quelque chose qui soit en pourcentage, donc en parts. Et là, donc c'est le graphique des créations, nettes d'emplois et vous observez sur ce graphique que vous avez, un départ entre des régions du nord-est qui sont moins dynamiques que la moyenne et ça, c'est une tendance qu'on a observée, dans le passé et depuis très longtemps en fait, hein. Ça date plus que 10 ans, depuis plus de 40 ans et à l'inverse, des régions, du sud-ouest et en particulier la vôtre, les Pays de la Loire, qui sont beaucoup plus dynamiques que la moyenne nationale. L'Île-de-France étant dans une situation intermédiaire puisque, c'est, une région donc qui concentre beaucoup d'emplois, qui continue à concentrer beaucoup d'emplois, qui est très bien positionnée, sur, les métiers qui sont en croissance, en particulier les métiers de cadre, mais, dont la part grosso modo, s'amenuise à mesure que justement, les régions sud et ouest, prennent une part croissante dans la dynamique d'emploi, nationale. Si on ajoute à ces créations nettes d'emplois, les départs en fin de carrière, toujours exprimés, en pourcentage de l'emploi, on a, une répartition qui là, pour le coup, est beaucoup plus homogène entre régions. En dehors de l'Île-de-France, qui a un taux de départ, en fin de carrière beaucoup plus faible parce que et c'est, le troisième graphique, les jeunes, y sont beaucoup plus nombreux. C'est une région beaucoup plus jeune, où les jeunes débutants sont très nombreux. Ils sont très nombreux parce que la population, encore une fois, a une démographie plutôt jeune, mais aussi, parce que, c'est une région qui concentre un nombre très important, d'établissements de formation et très diversifiés et troisième raison, c'est une région, qui insère bien les jeunes. Donc dans le marché du travail. Ça ne veut pas dire, qu'ils vont y rester, vous le verrez. La deuxième région qui est très jeune, c'est les Hauts-de-France, donc où, on a une population jeune et la région Grand Est est un peu particulière, puisque, c'est une région qui démographiquement est pas particulièrement jeune, mais qui, a une concentration, d'étudiants en fait, hein, de jeunes qui ont, entre 20 et 29 ans, puisque là aussi on a, beaucoup, d'établissements de formation. C'est une région assez estudiantine qui fait que, c'est ces régions-là, qui tiennent le haut du pavé. Bon et avec Auvergne-Rhône-Alpes, c'est toujours dans la moyenne nationale, donc je ne commande pas et en revanche, les autres régions et en particulier la vôtre ont, beaucoup moins de jeunes débutants, voire, infiniment moins, comme la Nouvelle-Aquitaine, ou la Corse. Ce qui pose problème effectivement pour pouvoir les postes parce que ce sont souvent des régions qui sont des régions plus rurales, où on a peu d'établissements de formation, en tout cas pas assez de diversité et où les jeunes quittent, la région pour aller étudier ailleurs. Donc ça, c'est le résultat des courses au niveau, régional. Si on prend en considération tous les flux auxquels on a ajouté un flux supplémentaire qui est la barre jaune. La barre jaune, ce sont les déménagements des travailleurs. Donc ceux qui, quand ils sont à droite, quittent la région pour aller s'installer à gauche. Et donc en fait, les travailleurs quittent la région d'Île-de-France et ça peut être effectivement des jeunes qui se sont insérés dans l'emploi en Île-de-France, mais qui n'en sont pas issus et qui retournent dans leur région d'origine, mais aussi plein d'autres travailleurs expérimentés et qui vont tous au sud et à l'ouest. Attirés par la dynamique d'emploi, parce que c'est des régions qui sont plus dynamiques, par le climat et les littoraux, sans aucun doute, mais sans doute aussi, par leur famille d'origine et du coup, si on fait, le même rapport entre les viviers de recrutement à gauche, les besoins de recrutement à droite, l'écart et le déséquilibre potentiel, on a, également, un déficit potentiel de main-d'œuvre qui est beaucoup plus marqué au sud et à l'ouest du pays avec, des, enjeux, majeurs puisque ce sont aussi, des, régions qui sont déjà en tension.
Donc si on fait, la même comparaison entre la tension aujourd'hui et le déficit demain, on se rend compte que, les emplois qui sont exercés dans des métiers dont les tensions vont s'accentuer d'ici 2030 sont plus importants en Bretagne, en Pays de la Loire, dans une moindre mesure en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et donc ça donne, une idée, en revanche, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, c'est, là où, les tensions s'accentuent le moins. Si je regarde maintenant, je fais un zoom sur quelques métiers, parce que je ne vais pas vous prendre les 83 métiers qu'on modélise, mais c'est intéressant de regarder un peu à la maille des métiers, qu'est-ce que ces flux, veulent dire puisque encore une fois, la part des seniors, la création d'emplois, les jeunes débutants, c'est pas du tout pareil selon les métiers. Les aides à domicile, c'est ça que je vous montre et c'est un métier qui est relativement homogène. Il est nulle part attractif pour les jeunes. Vous voyez que le flux de jeunes débutants est assez faible, donc il est partout. On a beaucoup, de départs en fin de carrière. Il est partout, sauf en Bourgogne-Franche-Comté, assez créateur d'emplois, voire très créateur d'emplois, en Île-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est partout un métier qui est déjà très fortement en tension, avec des déséquilibres, des déficits de main-d'œuvre qui vont s'accentuer considérablement demain. Et comme ce sont des métiers qui sont des métiers de seconde partie de carrière aujourd'hui, hein, que ce soit, les jeunes n'y vont pas, mais les employeurs, qui sont essentiellement du particulier employeur, préfèrent des personnes expérimentées, donc ça se voit après démographiquement, hein. Excusez-moi. Mais c'est aussi des métiers, qui ont fait appel à, c'est des métiers peu qualifiés, donc on n'a pas besoin de compétences spécifiques. On recrute des chômeurs, on recrute des femmes en reprise d'inactivité, on recrute des immigrés, c'est même un métier d'insertion des femmes immigrées, récentes. On se dit qu'ils ont déjà fait appel au max et que ça va être compliqué, à l'avenir. Si on prend maintenant les ingénieurs de l'informatique. Les ingénieurs de l'informatique, comme tous les métiers qualifiés, c'est des métiers très mobiles. Donc là, vous avez des flux jaunes qui sont donc toujours dans le même sens, qui vont, d'Île-de-France, et un peu de Bourgogne-Franche-Comté, en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec, surtout, donc et une faible beaucoup de jeunes qui rentrent quand même, hein, mais beaucoup de jeunes qui rentrent surtout en Île-de-France, où on a une très grande concentration des écoles, là encore, et une création d'emplois qui, est, très marquée, dans, l'ouest du pays. Et avec, les ingénieurs informatiques, ils restent concentrés en Île-de-France. Ils sont, très fortement présents où il y a beaucoup de SS2I, mais dans, les pays de l'Ouest, on a à la fois une présence industrielle qui, avec beaucoup de besoins en informatique, hein, c'est, les secteurs qui sont les plus, numérisés et automatisés, on va dire, et qui sont plutôt, situés, dans ces régions. Et en même temps, on a donc une part de l'Île-de-France qui décroît dans l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas du tout, il y en a beaucoup et une part des autres régions et en particulier les plus dynamiques qui s'accroît fortement et du coup, les tensions, s'accroissent très fortement. Là aussi, c'est un métier où les tensions sont très fortes sur le recrutement aujourd'hui, partout. Enfin, dernier métier, les infirmiers et les sages-femmes. Là, les tensions sont pas fortes partout. Encore une fois, je prends les infirmiers et sages-femmes, quel que soit, leur employeur. Ça peut être l'hôpital public, mais ça peut être la clinique ou ça peut être des infirmiers libéraux et on sait que les tensions sont plus fortes à l'hôpital public que chez les libéraux, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pressent, hein, on a, chez les infirmiers où là, pour le coup, c'est relativement équilibré, il y a beaucoup de jeunes débutants. C'est vraiment un métier qui attire beaucoup les jeunes, hein, on n'a absolument aucun souci là-dessus. On a, des départs en fin de carrière, mais des créations d'emplois aussi et là, on a effectivement une différence entre les régions.
qui va être relativement importante avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie, et Centre-Val de Loire où on va avoir des déficits de main-d'œuvre et en revanche, pas du tout, dans, les autres, régions, avec un déficit, de main-d'œuvre, par exemple, en Corse où pourtant, c'est là où il y a le plus d'infirmières qui viennent d'autres régions, hein. Donc ça ne suffira pas à combler, l'ensemble des postes. Alors peut-être que sans transition, sauf si vous avez des questions de compréhension sur ce que j'ai présenté, on va passer la parole à Nathalie sur Je la crois qu'on prend le temps de questions juste après. Moi, j'ai 2-3 diapos, sur la partie, projection nationale. Donc ce que vous a expliqué, Cécile, c'est qu'effectivement, c'est bien des modèles de projection. Donc ils sont basés sur des hypothèses et il y a une partie d'entre eux qui sont basés sur des hypothèses démographiques. ouais. Donc l'idée de cette partie, c'est de vous expliquer quels sont les sous-jacents des évolutions démographiques, à venir. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, en France, on va être confronté à une situation assez nouvelle, hein, plutôt de stabilisation de la population. Donc là, on n'est pas à un horizon 2030, hein, on est à un horizon 2070. Donc, la population, elle va être de 68 millions d'habitants en 2070, si on a des hypothèses, qui correspondent à un scénario central. Donc, avec, des risques de décès par sexe et âge, qui diminueraient au même rythme que sur la décennie, précédente. Donc, c'est une légère augmentation de l'espérance de vie, une fécondité qui se stabilise à 1,8 enfants par femme. Donc, on a eu une baisse de la fécondité, hein, sur les années récentes. C'est ça qui a aussi beaucoup changé dans les projections de population. Et puis un solde migratoire, avec, le reste avec les pays, étrangers qui est de 70 000 habitants, par an, qui est, resté constant, dans la période. Donc c'est, 68 millions d'habitants, ça fait, 700 000 de plus, qu'en, 2021. Donc, c'est assez notable. Hop. Donc en fait, il y a différentes périodes, hein, dans ces évolutions. Donc, jusqu'en 2035, on a une augmentation de la population, donc qui est continue, hein. C'est, 116 000 personnes en moyenne par an, donc, sur l'ensemble de la France. C'est lié à 2 choses, hein, un solde naturel positif. Donc le solde naturel, c'est l'écart entre les naissances et les décès. Et puis un solde migratoire aussi qui est positif. Donc en fait, c'est le cumul de ces 2 mouvements qui fait que la population continue à augmenter. À partir de 2035, donc, on voyait peut-être sur mon autre, diapo. Donc en fait, ce que je vous explique sur le solde naturel, c'est, les 2 courbes d'en haut, hein. On voit bien qu'on a un croisement, en fait, où jusqu'en 2035, on a un solde positif, donc des naissances qui sont supérieures, aux décès. Donc on l'a représenté sur la partie d'en bas, comme la courbe rouge qui se prolonge. Donc ensuite, la variation de population, c'est le cumul entre les 2, hein, solde migratoire et solde naturel. À partir de 2035, on est donc dans une situation où, les décès deviennent supérieurs aux naissances et donc on a un solde naturel qui devient négatif. Donc là, ça veut dire qu'il impacte négativement, l'évolution de la population. Donc on a cette première période où la baisse du solde naturel est compensée par le solde migratoire. Donc, on n'a pas d'effet, on a un ralentissement démographique, mais on n'a pas d'effet de baisse de la population. Et à partir de 2044, on est dans un phénomène très nouveau où là, on assiste à une baisse de la population parce que le solde naturel devient très déficitaire. Vous voyez que c'est l'écart entre mes 2 courbes là qui a tendance, à augmenter et donc il est plus compensé par le solde migratoire. Donc, ça agit beaucoup parce que vous voyez que, sur ces effets, il y a clairement, le sujet comment? J'ai perdu, mon mot, du vieillissement de la population et donc du vieillissement aussi de la population active. C'est que là, on était toujours dans une période, croissance de la population. Ça sous-entendait qu'on avait l'habitude d'avoir plutôt une augmentation de la population active. Là, ça veut dire que c'est plus le cas. On est vraiment dans une diminution de la population totale et puis on verra avec un effet âge important. Donc, si je regarde justement cet effet vieillissement de la population, donc ça, c'est les pyramides des âges. Donc, on voit justement ces différentes courbes avec. Alors, c'est vrai qu'on est un peu loin. Si elle me dit on voit pas bien sur l'écran, mais
Et donc, avec la courbe en bleu, c'est 1970. Donc, 2021, bah, c'est ma pyramide en fond, là, en gris, et puis en grise. Et puis, 2070, c'est la courbe en rouge. Et donc, on voit qu'on a une vraie déformation entre 1970, 2021 et 2070, avec une augmentation des personnes les plus âgées dans la population. Donc, la part des 65 ans ou plus, elle va augmenter très fortement. Donc, d'ici 2040, donc on est plutôt dans les horizons de la projection de France Stratégie, elle va passer de 21 à 26% de la part de la population. C'est une hausse de 5 points. Et c'est majoritairement les personnes de 75 ans ou plus qui vont porter cette augmentation. En 2070, cette part, elle passe à 29%. Donc, vous voyez, ça va être presque un tiers de la population qui va avoir 65 ans ou plus. Donc, c'est des augmentations qui sont clairement liées au vieillissement des personnes qui sont nées entre 46 et 74, donc celles concernées par la période du baby-boom. Et puis, c'est aussi une augmentation qui est liée à l'espérance de vie. Donc, si on regarde dans quel territoire, donc ça, c'est les cartes par département. Donc, on voit bien qu'on a à gauche la situation aujourd'hui et que la carte, petit à petit, elle se fonce jusqu'en 2070 avec des territoires qui sont très âgés. Donc, dans le sud, dans l'ouest de la France, on a une augmentation très, très forte. Donc, c'est l'effet aussi de l'attractivité des zones littorales plutôt par les seniors. Donc, on reviendra dans un deuxième temps sur une partie plus infra-régionale, enfin régionale et infra-régionale. Mais du coup, on proposait dans un premier temps d'avoir déjà un premier volant de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas, que ce soit pour Cécile ou pour moi. Non. Même si vous avez des questions sur ce que nous avons présenté qui n'auraient pas été toujours très claires. Alors, comme il y a des gens à distance qui écrivent les questions, c'est plus facile pour eux parce que ce ne sont pas les premiers à prendre le micro. Donc, on a déjà une question qui est arrivée. Oui. Bonjour, Arnaud Bichon de la Chambre de métier des Pays de la Loire. Juste une petite remarque par rapport aux premiers éléments et peut-être une question par rapport à l'étude et par rapport à la territorialité. C'est-à-dire que dans les métiers qui sont exprimés en tension, ingénieur informatique, alors oui, c'est un métier en tension, mais quelque part, la territorialité de la compétence, elle n'est pas liée à l'activité par rapport, par exemple, à aide-soignant ou à agent d'entretien, sur lequel c'est vraiment notre quotidien et nous qui sommes touchés. Est-ce que voilà, il y a une réflexion sur ces emplois et la proximité des emplois, et notamment par rapport aux emplois de l'artisanat, sur lesquels on a beaucoup de difficultés aussi. Hein, vous avez évoqué les tensions sur les bouchers, charcutiers et boulangers, et c'est une vraie réalité dès aujourd'hui. Alors, en fait, on a l'habitude effectivement de différencier les métiers qui sont liés à ce qu'on l'INSEE appelle l'économie présentielle, donc qui est liée à la satisfaction des besoins des habitants localement, et les métiers qui ne satisfont pas nécessairement un besoin local, mais ils sont localisés. En revanche, et donc en Pays de la Loire, en Vendée en particulier ou dans la ville de Nantes, vous avez des SS2I, vous avez des entreprises informatiques, de services informatiques qui vont servir toute la France, y compris l'Île-de-France. Nous avons des prestataires des Pays de la Loire en Île-de-France. Ou en cybersécurité, voilà, parce que vous avez des gens qui sont tout à fait spécialisés dans certains territoires. Donc l'emploi est localisé, même si le besoin, et après les métiers en tension, on a effectivement beaucoup de métiers qui sont des métiers soit très féminins, soit très masculins et peu qualifiés ou moyennement qualifiés. Donc les métiers industriels d'une manière générale sont peu attractifs pour les jeunes.
Donc on a du mal à pourvoir les postes aujourd'hui et on aura du mal à les pourvoir demain parce qu'encore une fois, le résultat, c'est un flux cumulé. Donc les artisans sont aussi des métiers qui sont plutôt vieillissants. Et donc du coup, vous avez beaucoup de départs en fin de carrière et peu de jeunes. Et puisque le résultat des courses, quand vous avez beaucoup de seniors, c'est qu'en fait, vous n'avez pas eu beaucoup de renouvellement avant, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc effectivement, on a un souci sur un certain nombre de métiers de cet ordre-là. Mais qui satisfassent des besoins locaux ou pas. Je pense que la différence, effectivement, c'est qu'on a l'impression que les métiers moins qualifiés sont moins créateurs d'emplois, donc on va avoir moins de besoins à long terme, ce qui est pas vrai. Je sais pas si tu veux compléter. Je peux compléter légèrement, c'est qu'en fait, sur la question des ingénieurs informatiques, il faut voir que c'est un métier de manière globale, mais à l'intérieur, il y a une diversité en fait d'emplois, dont certains sont probablement plus facilement délocalisables, même à l'étranger, que d'autres. Mais il y a quand même des activités aussi de consultants qui sont demandées par les entreprises localement. Donc effectivement, il y a quand même toute une partie de cet emploi qui est localisé, même si réellement, il y a aussi une partie qui est délocalisée, qui doit l'être dès maintenant. Le point qui pourrait évoluer, c'est est-ce qu'il y aurait une vague de délocalisation nouvelle qui n'est pas, qui est encore devant nous? Ça, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette tendance de délocalisation en accroissement. Donc c'est pour ça que la question du positionnement, tel qu'aujourd'hui, en fait, de localisation des métiers, c'est-à-dire qu'on peut, se dire que finalement toute la vague de délocalisation, elles ont déjà été faites. Est-ce qu'elles iraient dans le sens d'un accroissement? C'est pas évident que ça joue et ça jouerait pas sur l'ensemble des métiers d'ingénierie informatique parce qu'il y a quand même toute une partie qui nécessite, de la gestion présentielle. Notamment la cybersécurité, c'est un exemple. Oui, bonjour, Sabine Lalande, je suis conseillère régionale. Je voulais simplement faire, émettre un peu un étonnement par rapport aux chiffres de l'INSEE. C'est que je ne vois pas la prise en compte du dérèglement climatique dans vos projections, y compris sur les flux de population que ça peut induire. On sait que le climat va changer, 2070, ça y sera. Et à aucun moment je vous ai entendu l'évoquer, ne serait-ce que sur une raison ou une confirmation, quelque chose comme ça. Et j'en suis très étonnée. Je voulais savoir si ça faisait pas partie de vos modalités, enfin de vos règles de modèle ou quoi, ce qu'il en était. Et ça rejoint tout à fait la question d'une personne en visio. Est-ce que l'impact du climat a été pris en compte dans les mouvements de population? Alors effectivement, hein, c'est un modèle de projection, donc ça veut dire qu'il se base sur des hypothèses et en fait des hypothèses du modèle sont des hypothèses démographiques uniquement, mais basées sur le passé. Donc ça veut dire qu'on prend en considération la natalité et la mortalité qui sont voilà des évolutions très tendancielles et de long terme et on prend en considération les flux migratoires. Donc en fait, tout ce qui est lié à l'évolution, du climat en termes de migration que l'on a vu dans le passé récent, bah, on va le projeter. Par contre, ce que l'on n'a pas encore vu, bah, on le projette pas. Alors, on peut faire à partir de ces modèles, là, je vous ai présenté le scénario central, mais on peut faire à partir de ces modèles plein d'hypothèses, hein, parce qu'en fait, par définition, ils sont faits pour essayer de réfléchir, ils sont pas autoréalisateurs, heureusement, hein. Et donc, on simule beaucoup de choses sur aussi le dérèglement climatique, ou avec des évolutions du coût de population et ça, on peut bien le mettre dans le modèle. Mais souvent, on présente le modèle central parce que ça permet d'avoir une première base, au moins sur les tendances, des tendances démographiques longues et c'est comme c'est basé sur les mouvements de population du passé, c'est dans le scénario central, c'est pas pris en compte. Mais on a aussi, voilà d'autres types de scénarios de population qui peuvent du coup changer les flux migratoires et là, c'était, sur les projections nationales, mais on fait des choses au niveau infrarégional. Parce que si on a des questions de déplacement des populations du sud vers le nord, des choses comme ça, du retrait de la ligne de côte, enfin, c'est des questions qu'on peut essayer de modéliser, mais qui sont complexes, hein, Oui, nous aussi, hein, sur Métiers 2030, on a fait un scénario bas carbone, qui, essaye, de tenir compte donc de nos engagements en matière, de réduction des gaz à effet de serre.
La difficulté de toutes ces modélisations, c'est qu'elles soient en matière démographique ou en matière économique, c'est qu'on a peu de comparaison avec le passé et que, on ne sait pas très bien, tous les mécanismes que ça implique. Parce que pour bien les modéliser, il faut les avoir observés et on les a pas suffisamment observés ou pas suffisamment longtemps dans le passé pour pouvoir en faire des déductions qui soient robustes. Et Nathalie comme moi, on essaye de faire des choses qui soient à peu près robustes. Donc c'est très frustrant. Donc on s'essaye à des choses et après on nous critique beaucoup parce que c'est trop simple ou c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. C'est tout à fait juste. Mais on est un peu, dans essai-erreur, et on ne sait pas si on va être confirmé ou infirmé par l'avenir. Oui, dans le rapport au réseau des missions locales. Juste dans votre projection, est-ce que vous identifiez des secteurs qui potentiellement sont assez sûrs? Les secteurs du soin et de la santé de la personne, c'est assez quantifiable. Personnes âgées vieillissent, potentiellement il y a de nombre d'heures à consacrer, enfin, voilà, des besoins médicaux. Par contre, sur le champ de l'économie, votre projection inclut une croissance, c'est-à-dire identique, ou de fait, elle va à un moment donné être impliquant de la possible décroissance, parce que les chantiers vont pas être assurés, donc moins de main-d'œuvre, donc décalage, donc moins de tension. Enfin voilà, d'un point de vue méthodo, en fait, quelle est votre projection aussi en termes de croissance sur ces fameux métiers, plutôt sur le champ économique? Oui, alors, ça fait partie des limites, des modélisations, hein, donc en particulier, même dans notre scénario bas carbone, on n'a pas de friction sur la main-d'œuvre. Donc nous, et en même temps, dans la posture que nous on adopte, c'est pas forcément juste, hein, économiquement, mais on est là pour alerter. Tout ce que, j'ai montré, c'est, essayer d'alerter tous les acteurs pour faire en sorte que ce que nous projetons ne se produise pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y ait pas de friction. Donc ça c'est une hypothèse forte, comme on dit en économie, qu'il y en ait pas, on est bien d'accord puisqu'il y en a aujourd'hui et que si on a une croissance, de l'emploi, en même temps des départs en fin de carrière, forcément, il va y avoir des tensions sur le recrutement. On l'observe déjà ces dernières années, mais c'est un peu ça l'objectif. Et donc et après, quand on a regardé, puisqu'on n'en est pas à notre premier coup d'essai, quand on a regardé rétrospectivement, ce qu'on avait projeté, et avec ce qui s'était passé réellement, effectivement, les endroits où on se trompe le plus, souvent, ce sont les métiers qui sont les métiers les plus cycliques. Alors ça n'a pas été et sans doute les cycles ne seront pas de même nature, dans le futur que dans le passé. Mais dans le passé, on n'avait pas détruit assez d'emplois dans l'industrie. Je suis désolée, dans notre projection précédente. Même si on avait intégré la crise de 2008, ben, c'était encore plus fort que prévu, quoi, voilà. Et on avait, anticipé une reprise de l'emploi dans la construction qui était beaucoup plus précoce que ce qu'elle a été. Voilà, donc c'est effectivement les cycles, c'est compliqué à modéliser sur un espace de 10 ans, c'est pas forcément facile et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, on risque d'avoir des frictions. Merci. Merci beaucoup. Donc Fanny Rerménard, en fait, j'ai une double casquette. Je représente la Chambre des métiers au sein du Césaire. Je suis rapporteure d'une étude qu'on mène en ce moment sur l'évolution du rapport au travail. Et puis, je suis également présidente de l'UDP Pays de la Loire, donc les entreprises de proximité. Merci de ces explications parce que moi, en fait, là, du coup, ça va être juste une remarque, mais pas une question. C'était quid de la prise en compte de l'énorme impact que va continuer à avoir l'IA, l'intelligence artificielle sur l'évolution des métiers de demain, y compris sur les besoins en ingénieur informatique, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être très fortement impactés, voire qui vont disparaître ou se transformer. Et puis, il y avait également toutes les nouvelles réglementations liées à la transition écologique. Alors, vous citiez la stratégie bas carbone, mais je crois qu'on commence seulement à entreapercevoir. Alors, je suis pas du tout contre la transition écologique, hein, mais l'énorme contrainte et pression que va mettre surtout notre système économique, les réglementations
liées à la transition écologique et qui vont bouleverser absolument le fonctionnement et je dirais en premier lieu, parce que c'est ça que je regarde en premier lieu, mais pas en premier lieu, des TPE. Qui vont peiner à survivre à ça. Et l'autre point, alors qui était un vrai point d'étonnement pour moi, qui est cette tension prévue très forte sur l'enseignement, sur les enseignants. Alors, je ne sais pas si c'est enseignants et formateurs, mais je pense que ça, c'est un vrai point d'alerte pour nous tous, parce que si on ne peut pas enseigner, si on ne peut pas former, éduquer les jeunes à venir, effectivement, demain va être très compliqué. Merci. Mais merci beaucoup, hein. On comprend mieux la stratégie de prospective. Alors, sur les enseignants, on projette un léger déficit de main-d'œuvre, mais qui est beaucoup lié au fait on prolonge par le passé le fait qu'on a une moindre attractivité des jeunes pour les concours. Donc, on prolonge là aussi l'orientation des jeunes, ce qu'on a constaté par ailleurs. Et donc, effectivement, hein, c'est un problème auquel on essaie de s'attaquer. Sur l'IA, sans doute, ce sera différent du reste de l'automatisation, mais moi, j'ai tendance à penser que c'est alors, dans notre projection, on a une numérisation qui se poursuit au rythme du passé, hein, donc il n'y a pas d'accélération particulière. Je noterai quand même qu'on a eu beaucoup de métiers qui ont déjà été automatisés, qui n'ont pas disparu. Je prendrai le cas aussi bien des secrétaires que des caissiers. Après, les évolutions sont toujours plus lentes que ce qu'on imagine, hein, et il y a des métiers où il y a de la substitution, donc c'est le cas en particulier des secrétaires et des employés de la comptabilité, et il y a des métiers où il y a pas de substitution. Donc il y a plutôt, une complémentarité et donc c'est plutôt ce qu'on observe dans la médecine, c'est plutôt ce qu'on observe, en tout cas ce qu'on a observé par le passé, dans les métiers qualifiés. Ça peut changer, mais encore une fois, ce qu'on dit est quand même très hypothétique. Donc nous, on prolonge les tendances passées et c'est le plus prudent. On est tous d'accord que la transition, c'est un mur. Alors ça rejoint 2 questions qu'il y avait en visio sur, l'impact de l'intelligence artificielle et puis de l'automatisation de certains métiers. Il y a une autre question qui amène à revenir un petit peu en arrière sur, qu'est-ce qui détermine en fait le niveau de tension dans les métiers? Est-ce que vous pourriez réexpliquer dans le graphique, s'il vous plaît? Alors les indicateurs de tension, c'est des indicateurs qui sont, élaborés par Pôle emploi et la DARES et c'est un indicateur composite qui tient compte, qui surpondère une enquête auprès des employeurs, qui leur demande si, ils estiment qu'ils vont avoir des difficultés de recrutement dans l'année qui vient. Et puis le taux d'écoulement de la main-d'œuvre et l'importance des offres d'emploi sur le net, grosso modo. C'est ça et donc ça fait un indicateur composite et on en infère donc là, on l'a normalisé de 1 à 5 mais bon voilà, c'est un indicateur chiffré qui veut rien dire donc nous on dit, 5, c'est, très fort, 4 c'est fort, 3, c'est, modéré, faible et très faible quoi, voilà, c'est ça. On est, et donc c'est calculé à partir de différentes sources, hein, mais la source principale reste l'enquête besoin de main-d'œuvre, de Pôle emploi, qui demande aux recruteurs s'ils vont avoir des difficultés de recrutement. Mais aussi, encore une fois, les offres d'emploi et le nombre d'offres d'emploi, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et puis le taux d'écoulement de la main-d'œuvre, parce que si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez un poste tout de suite, il y a un petit soupçon de tension. Y a-t-il d'autres questions? On va peut-être pouvoir passer à la deuxième partie. Continue. Donc là, on va passer à une partie. Donc, on vous a plutôt présenté un point national, même si on a commencé à rentrer dans le détail des régions. Donc, j'essaye de récupérer la main, mais ouais, mais ça marche pas. Hop, ah ça y est, voilà. Donc là, on va rentrer d'abord dans une présentation
quelles caractéristiques finalement dans la région. C'est que le marché du travail dans la région, c'est quoi et finalement, si on prend un peu de recul sur quelles sont les caractéristiques, ça permettra de rentrer ensuite dans le détail des métiers que Cécile vous présentera. Donc, ce qu'on a vu déjà dans la partie dans le passé, là, c'est que on a une croissance démographique annuelle qui est soutenue. Donc, on a 0,6% de croissance par an depuis les années 2000 et donc alors que c'est 0,3% au niveau national, donc c'est une croissance qui est très forte. En termes de croissance, c'est la 3e région de France métropolitaine. Mais on a quand même, sur la période récente, c'est bien pour ça qu'on voit ensuite le ralentissement et les projections de population, un ralentissement de cette croissance. Donc, pour avoir une idée des 2 moteurs là que je vous montrais tout à l'heure, donc à gauche, c'est l'évolution qui est liée au solde naturel. Donc, on voit que en fait, au début alors ça doit être, je vois rien de là. Jusque dans les années 90, donc le croisement des 2 courbes là, en fait, on avait une croissance de la population qui était très liée à l'évolution du solde naturel. Et puis après, finalement, on a quand même une baisse très forte. La courbe en bleu, c'est le national. Donc ça veut dire qu'avant, on avait une évolution qui était très portée par les naissances. On avait une fécondité qui était largement hors norme, qui était bien au-delà de la fécondité nationale. Et là, on est redevenu dans des standards. Donc, l'indicateur de fécondité est revenu dans les 1,8 que l'on connaît en France. Ça, c'est très moyenné, en fait. Et le solde naturel aussi, la contribution est redevenue à peu près dans un standard national. Par contre, sur mon graphique de droite, on voit que dans la même période, là, on a une explosion du solde migratoire. Et donc, on a une arrivée de population nouvelle dans la région. Donc, c'est toujours pareil, la courbe en bleu, c'est la France. Et du coup, la contribution au solde migratoire dans la région est très, très importante. Donc, c'est bien l'arrivée des populations nouvelles qui crée aujourd'hui cette croissance démographique. Donc, dans les Pays de la Loire, on va arriver en 2070, alors toujours selon le scénario central, etc., à 4,2 millions d'habitants. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Ça fait 435 000 habitants de plus qu'en 2018. Et donc, c'est une croissance qui est à 0,2% d'évolution par an. Alors, sur l'ensemble de la période, c'est une évolution qui est très importante. Et c'est un dynamisme qui reste très fort parce que c'est la 2e région derrière l'Occitanie. Donc, on est dans une évolution démographique très importante. Alors, qui est liée au fait que on a gardé quand même une croissance positive liée au solde naturel, alors que c'est pas le cas dans énormément de régions. Donc là, je l'avais pas fait sur la partie nationale, mais ça vous donne une idée de la variabilité des projections de population. Donc, vous voyez là, donc les courbes en bleu, c'est toujours le scénario France, et puis les courbes en rouge, c'est les scénarios Pays de la Loire. Donc, celle du milieu, c'est le scénario central dont je vous ai parlé là. Mais selon les projections, en fait, on peut avoir une baisse très, très forte de la population, donc avec vraiment cet infléchissement, ou au contraire, une croissance très importante. Donc, en fait, même en faisant changer les évolutions en termes de solde migratoire et de solde naturel, finalement, on peut avoir quand même des tendances qui sont assez différentes. Donc, souvent, on prend une hypothèse centrale, parce que c'est le plus facile à expliquer. Sur cette hypothèse centrale, on voit que le ralentissement dans les Pays de la Loire est progressif. Et donc, comme souvent sur les tendances démographiques, c'est quelque chose qui va arriver petit à petit. Donc, on est à une évolution entre 2018 et 2030 qui est de l'ordre de 0,5% de croissance annuelle. Et puis, chaque 10 ans, on va diminuer de 0,1%. Donc, on a 0,33 entre 2030 et 2040, 0,17 entre 2040 et 2050. Et puis là, on arrive vraiment à une stabilisation. Vous voyez, c'est la fin de ma courbe qui devient plate. Donc, le changement par rapport à la France, c'est qu'en France, en fait, on avait un retournement en 2044. Donc, ça veut dire que là, on commence à avoir vraiment un infléchissement et à voir la population qui baisse. Ce retournement dans les Pays de la Loire, il arrive en 2058.
Donc, en fait, on a 15 ans de plus, finalement, de croissance de population qui est liée au dynamisme de la région. Et donc, ça va jouer aussi sur ces questions de projection de population active. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment plus d'arrivées sur le marché du travail dans la région et une croissance qui reste encore très forte. Donc, majoritairement, qui arrive, alors dans ces projections, sont majoritairement des actifs. Donc, l'excédent migratoire, c'est quand même pour moitié de la population active. Et puis, quand même 29% des jeunes qui arrivent notamment pour faire leurs études à Nantes, Angers. Donc, dans ces excédents migratoires, il faut voir que ce n'est pas tous des arrivées de l'Île-de-France, hein, mais c'est bien sûr des arrivées aussi des régions limitrophes et majoritairement des régions limitrophes. Donc, à partir de 2033, on va avoir un solde naturel qui va être négatif. Et donc, on va avoir des décès qui vont être plus nombreux que les naissances. Il est possible que ça, c'était dans notre scénario central, que ça soit vu de manière un peu précoce, c'est-à-dire que dans les bilans démographiques que l'on a fait récemment, on commence à se rapprocher de la croisée entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Donc, finalement, ce 2033, il est peut-être un peu tardif par rapport à ce qu'on va observer dans la réalité. En fait, chaque jour, les projections sont questionnées, c'est le principe. C'est fait pour, voilà. Donc, si je regarde le vieillissement de la population, donc là, c'est ce que disait Cécile, hein, clairement, le vieillissement, ça joue énormément parce que c'est eux qui vont créer les sorties de la population active. Donc, on a la période 2018, donc là, c'est mes courbes en plein, c'est toujours une pyramide des âges. Et donc, en 2070, on voit qu'on a cette augmentation très forte, donc avec 30,4% de personnes de 65 ans ou plus en 2070, alors qu'il n'y en avait que 20% en 2018. Donc, c'est 10 points de plus de population qui va avoir 65 ans ou plus. Donc, en 2018, on était sur un rapport de 81 seniors pour 100 jeunes. Donc, ça veut dire qu'on avait moins de seniors que de jeunes. Et en 2070, ça s'inverse et donc on est à un rapport de 152 seniors pour 100 jeunes. Donc, on a vraiment un changement très important. Donc, si on regarde où est portée la croissance, hein, parce que ce qui vous intéresse aussi, j'imagine, c'est les questions d'infra-régionales. Donc, la croissance, elle est portée très fortement par la Loire-Atlantique, hein. On est toujours sur une prolongation des éléments du passé, hein. Donc, on voit bien que dans l'évolution démographique, on a vraiment une croissance qui est portée par l'ouest de la région, donc en Loire-Atlantique et en Vendée. Le Maine-et-Loire est en général dans la moyenne nationale, donc à chaque fois pour les évolutions démographiques, pour beaucoup de choses, en tout cas l'ensemble du département, même si c'est un département très composite. Et puis on a la Mayenne et la Sarthe, pour lesquelles on a déjà finalement une stabilisation, voire une légère diminution de la population. Donc, en Loire-Atlantique, ça serait 406 000 habitants supplémentaires d'ici 2070. C'est le seul département où le solde naturel reste positif, alors que ce n'est pas le cas dans les autres. Soit ça c'est devenu négatif déjà, soit ça s'est stabilisé. Et ça serait 27% de seniors dans ce département, donc un gros quart de seniors. Même si c'est en augmentation, c'est le département le plus jeune, ce qui est assez normal, hein, parce qu'il y a l'université. En Vendée comme en Maine-et-Loire, on est sur une croissance qui repose que sur le solde migratoire, donc avec pas les mêmes profils, hein. En Maine-et-Loire, c'est beaucoup des populations jeunes donc, qui arrivent soit pour faire leurs études, soit des jeunes actifs. Dans Vendée, c'est plutôt des seniors qui viennent s'installer sur la côte. Et puis en Mayenne, comme en Sarthe, là, on est déjà sur un solde naturel négatif et on a des migrations qui sont très légèrement positives, mais qui ne compensent pas le solde naturel. Et donc, selon les retournements de tendance, ils vont se faire de manière plus ou moins précoce. Donc, si je prends toujours la moyenne, par exemple, du Maine-et-Loire, le retournement de tendance, il se fait en 2049. Donc là, c'est la date à laquelle le retournement de tendance se fait. Donc, c'est une carte nationale. Donc, je voulais citer quelques départements, du coup, j'ai noté. Il y a 14 départements sur 101. Donc, c'est les départements qui sont le plus clairs, en fait. Le pic de population
il est déjà derrière nous, en fait. Ça fait déjà 10 ans qu'on l'a dépassé. Donc, on est déjà sur des départements qui sont en décroissance. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Pour 24 autres départements, le pic, il a aussi été dépassé, mais dans une période plus récente, au cours des années 2010. Donc, c'est la population des départements. Alors, on appelle ça, c'est pas toujours très sympathique, mais le long de la diagonale du vide. Et donc, c'est faible densité. Donc, c'est la Moselle ou Lot-et-Garonne. Voilà, c'est parce qu'il y a des très, très faibles densités de population. C'est des communes très rurales, en fait. Donc, pour ça, quoi. Donc, mais ça fait très attraction, effet d'éviction. Ces cartes sont assez impressionnantes, je trouve, moi, mais bon. Et puis, on a, parce que ce que Cécile disait tout à l'heure, hein, une très forte, des retournements qui sont beaucoup plus tardifs, du coup, sur toute la façade atlantique et puis sur le sud de la France. Donc, c'est l'Occitanie et puis le sud-est de la France qui connaîtraient des retournements démographiques beaucoup plus tardifs, donc à compter de 2040. Et puis, il y a 10 départements dont la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, mais en tout cas pour la région que la Loire-Atlantique, qui aurait une population toujours en hausse en 2070. Donc, il y a très peu, hein, c'est seulement 10 départements France entière. Dans tous les autres, on a une baisse. Donc là, si je rentre plus dans le détail, parce que là, c'était pour expliquer justement les tendances qui auront du coup des impacts sur les projections sur les métiers. Là, plutôt, je vais rentrer directement dans le marché du travail dans les Pays de la Loire. Finalement, quelle particularité? Donc déjà, comme on a une croissance de population, on a aussi une croissance très forte de l'emploi. Et c'est une tendance de très long terme. Donc depuis 1975, on a ce qu'on retrouve, on appelle ça le U de la croissance, hein, parce qu'on aime bien les choses assez visuelles, avec des départements, donc que ça soit en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud et sur toute la façade atlantique, on a une croissance très forte de l'emploi, mais sur un temps très long. En fait, c'est pas quelque chose qui, les 3 dernières années, on n'est pas dans de la conjoncture, là, on est vraiment dans des évolutions très structurelles. Ça, c'est la carte du coup de la région. Donc, on voit que cette croissance de l'emploi, c'est en 2019, on est à 6% de l'emploi national, hein, c'est 1,6 million d'emplois salariés. Et donc, c'est une augmentation depuis 1999. Donc, en 20 ans, on est à plus 1% de croissance par an dans les Pays de la Loire. On a aussi une augmentation en France métropolitaine, mais un peu plus légère. Donc évidemment, on a eu un ralentissement pendant la crise de 2008-2009. Ce ralentissement, il a beaucoup porté sur la partie est de la région. Et donc, on a encore une évolution très forte dans l'ouest, donc notamment en Loire-Atlantique et en Vendée. Et puis, une zone en Maine-et-Loire et à Laval et puis autour du Mans, où là, on est dans une légère évolution. Donc, c'est des tendances sur 20 ans, hein, donc c'est des évolutions très longues. Donc, mais quand même, ces tendances, elles s'inscrivent dans un paysage sectoriel qui change beaucoup. Donc là, on regarde l'évolution par secteur, en fait, pour regarder les questions de désindustrialisation. Et donc, on a, comme dans toutes les régions, une désindustrialisation de l'économie. Mais on a quand même un maintien assez fort de l'industrie dans la région. Et donc, avec 250 000 actifs en 2019, donc la part de l'emploi, elle a beaucoup diminué, hein, parce qu'on est passé en 1975, l'industrie, c'était 28%. En 2019, c'est 16% seulement, donc ça fait moins 12 points. Mais la baisse, elle est moins forte qu'au niveau national, puisqu'au niveau national, on était à moins 17 points de part de l'économie, de baisse de l'économie de baisse de l'industrie dans l'économie. Donc, on a aussi un poids. Alors, vous voyez, c'est les courbes les plus basses. Là, c'est la partie de l'emploi agricole. Donc, en 1975, l'agriculture, ça représentait 19% de l'emploi total dans la région. Et c'était au premier rang des régions françaises. Et là, on a quand même perdu cette spécificité agricole, hein, mais aujourd'hui, ça fait encore 4% de l'emploi dans les Pays de la Loire et c'est le 4e rang des régions. Donc, ça reste quand même un poids notable, en tout cas relativement notable dans l'économie, même si ça a beaucoup perdu.
Par contre, des activités tertiaires, vous voyez, c'est mes 2 barres en bleu, hein, donc là, les activités tertiaires se sont beaucoup développées. Mais elles se sont beaucoup moins développées dans la région qu'ailleurs. Et donc, on est toujours en dessous. Finalement, c'est la barre continue. Hein, on est toujours en dessous en termes de développement des activités tertiaires. Si on regarde de manière plus localisée, donc là, c'est les spécificités par zone d'emploi. Donc, on voit que donc l'emploi industriel, ça représente encore 17% de l'emploi dans la région. Ça classe la région au second rang après la Bourgogne-Franche-Comté. On voit là les particularités dans la région. Alors, c'est pareil, du coup, je suis un peu loin. Je deviens... Donc, mon grisé, là, donc j'espère que vous voyez un peu mieux. Donc, la partie grisée, c'est là où les particularités industrielles sont restées très fortes. Donc, cette espèce de bleu-gris, là, ça, c'est les particularités industrielles qui sont très fortes. Donc, on retrouve cet axe nord-sud que l'on retrouve aussi dans les taux de chômage. Hein. Vous savez que souvent, c'est dans ces endroits où les taux de chômage sont plutôt faibles, en fait. Donc, c'est là où la part de l'emploi industriel est très fort. On a des économies plus diversifiées. C'est normal là où il y a les agglomérations. Donc, soit très diversifiées, ça c'est autour de Nantes, soit un peu moins, c'est les grandes agglomérations de la région. Et puis, on a des spécificités agricoles donc, qui restent dans le sud Vendée, qui restent autour de Châteaubriand et à Saumur. Et des particularités plutôt sur le tourisme autour du littoral. Donc ça, c'est vraiment des particularités qui restent et qui ont un impact très fort sur le type de métier que l'on va recruter dans ces territoires et sur l'évolution aussi de ces territoires. Si je reste sur la question d'emploi industriel, là, je reprends un peu de recul spatial. En fait, cette carte est intéressante parce qu'elle croise l'évolution de l'emploi. Donc, on a vu qu'on est dans une région très dynamique en termes de croissance de l'emploi et l'évolution de l'emploi industriel. Donc, les zones qui sont orangées le plus foncé, là, c'est les territoires où on a et une croissance très positive de l'emploi et une croissance très positive de l'emploi industriel. Et donc, c'est quand même une tendance de long terme, en fait, d'avoir eu un développement de l'emploi industriel dans la région. Relativement, le poids de l'industrie était plus équilibré en France auparavant. Et ce meilleur maintien, finalement, de l'industrie dans la région, ça fait que sur la période... donc ça, c'est entre 68 et 2018. Ça fait qu'on a eu tendance à avoir une croissance de l'emploi industriel relativement aux autres. Et puis, on a les parties orangées plus claires où c'est une croissance de l'emploi, mais une diminution de l'emploi industriel. Et des zones plus bleues où c'est une croissance de l'emploi industriel alors que l'emploi total a tendance à diminuer. Donc, on voit bien qu'on a une concentration finalement des régions dynamiques, mais qui ont aussi gardé une très forte évolution de l'emploi industriel, majoritairement dans le Grand Ouest et puis un petit peu plus au sud. Alors, en Occitanie, du côté de Lyon, un peu au-dessus. Ouais. Donc, autres spécificités sur le marché du travail des Pays de la Loire, c'est qu'on a une région où les taux d'activité sont déjà très élevés. Donc, en fait, quand on parle finalement de transfert entre la population inactive et la population active, en fait, déjà, chez nous, on part de très haut. Donc, on a une population active, donc notamment chez les femmes, un taux d'activité chez les femmes qui est très élevé. Donc, les femmes, elles sont plus à temps partiel dans la région, mais elles sont moins inactives. Ça veut dire que si elles travaillent, ça va être plus à temps partiel, mais par contre, elles sont un peu moins femmes au foyer. Donc, on est au premier rang des régions françaises en termes d'activité. C'est également notable pour les jeunes. Donc, ça, c'est la partie... je crois que j'ai mis c'est à gauche les jeunes et à droite les femmes. Et donc, et c'est aussi le cas pour les jeunes, donc notamment avec les questions de développement de l'apprentissage. Hein, c'est une tendance très développée dans les Pays de la Loire. Donc là, sur la tendance récente, ça s'est encore accru, mais c'était déjà une spécificité de la région d'avoir un poids très important.
Donc, la carte est aussi par zone d'emploi. Donc, on voit que c'est pas pareil. Donc, évidemment, c'est localisé. Voilà, en Vendée, on a la Mayenne et on a des territoires avec des taux d'activité qui sont plus importants, qui sont aussi principalement nos territoires où l'industrie est très développée. Donc, la tradition de l'apprentissage, alors j'ai pas eu le temps de réactualiser les chiffres, mais ça donne un ordre de grandeur. C'est 6,3% des 16-24 ans qui sont en apprentissage contre 5,1% au niveau national. Donc, sur la période récente, ça doit être plus parce que du coup, ça s'est beaucoup développé là. Et puis, les jeunes des Pays de la Loire sont aussi plus souvent en emploi. Donc, c'est ce que vous a dit Yann Sicamois tout à l'heure. On a un taux de chômage très, très faible, donc le plus bas de France avec la Bretagne. Et on a aussi un taux de chômage qui est très faible parmi les jeunes, donc ils sont beaucoup en emploi aussi. On a un tissu industriel et agricole qui est plus fort. Donc ça a des conséquences en termes de type de profil de la main-d'œuvre. Donc, on a sur le territoire beaucoup plus d'ouvriers, donc notamment dans ces zones où il y a plus d'industrie ou plus d'agriculture. Et relativement, par contre, on a moins de cadres. Donc, à gauche, c'est ma carte avec la part des ouvriers. Donc, on voit qu'on a des zones où on a une part des ouvriers qui est beaucoup plus importante. Et par contre, l'emploi cadre est beaucoup moins développé dans la région qu'il ne peut l'être ailleurs. Donc, il est bien sûr localisé dans les agglomérations, hein, ça c'est normal, mais on a vu on avait une moindre tertiarisation de l'économie et cette moindre tertiarisation, ça se retrouve dans l'emploi cadre. Donc, pour avoir quand même quelques chiffres, donc la part d'ouvriers dans les Pays de la Loire, c'est 25%, c'est que 20% en France, donc ça veut dire qu'on a quand même 5 points d'écart. Et puis, ça monte même en Vendée à 31% et en Mayenne à 30%. Donc, c'est notamment le poids de l'industrie agroalimentaire que l'on voit derrière ça, entre autres. Et puis, à contrario, le poids des cadres, c'est 15%, alors que c'est 18% en France. Donc là, l'écart est un peu moins notable, mais en tout cas, on a toujours cette présence d'ouvriers. Si on regarde en termes d'évolution, puisqu'on s'est dit, c'est intéressant de voir comment ça se transforme finalement ces métiers. Donc, on a tendance à dire oui, on a une augmentation des compétences et donc on a une augmentation de l'emploi cadre. Donc, c'est bien le cas. On a une augmentation de la part des cadres. Donc, vous voyez, quand mes barres sont à droite, ça veut dire que c'est une augmentation de l'emploi et quand elles sont à gauche, c'est plutôt une diminution. Mais par contre, on a une augmentation de l'emploi des cadres qui est moins important qu'ailleurs. Et donc, ça veut dire même si on a une tertiarisation de l'économie, et même si on a une augmentation de la part des cadres, elle reste inférieure à ce que l'on peut connaître dans le reste de la France. Et à côté de ça, on a une baisse plus importante des ouvriers qualifiés. Et puis, on a une baisse, mais qui est moins forte que dans le reste de la France, des ouvriers qualifiés. Et on a une augmentation des professions intermédiaires. Donc, on est plutôt sur une transformation, donc une montée en qualification qui passe des ouvriers non qualifiés vers les ouvriers qualifiés, des ouvriers qualifiés vers les techniciens, mais pas complètement un développement de l'emploi cadre comme on peut connaître dans d'autres parties du territoire. Si on regarde les conditions d'emploi, donc une autre particularité de la région, c'est qu'on a des salaires horaires qui sont plus faibles dans la région qu'ailleurs. Donc, on a du mal à trouver complètement des éléments d'explication. Donc, si on regarde en taux horaire, on est à 14 € par heure contre 15,8 dans le reste de la France. Donc, il y a une partie très structurelle dans ces questions de rémunération. Donc, évidemment, on a plus d'emplois ouvriers, donc ça joue. On a plus de temps partiel parce que notamment, on a des femmes qui travaillent à temps partiel qui sont plus actives. Donc, on a ces questions-là. Mais même à métier équivalent et qualification équivalente, on a toujours un écart qui est plutôt défavorable dans la région. Et si on regarde, on a aussi essayé de regarder les questions. Alors, je mets beaucoup de guillemets sur ces questions sur ces termes. C'est les questions de sous-qualification ou surqualification. C'est finalement de regarder le niveau des métiers par rapport au niveau scolaire finalement des jeunes ou des personnes qui les occupent. Et la situation de surdiplôme,
Donc, ça veut dire finalement d'occuper un métier qui n'est pas aussi qualifié que celui auquel on pourrait s'attendre vu son niveau de qualification. Elle est plus présente dans la région. Et donc, c'est 29% des salariés de la région qui occupent un emploi d'une catégorie sociale moins élevée. Et donc, alors que c'est 27% au niveau national. Donc, on retrouve surtout ces situations de surdiplôme dans les activités de ménage en tant qu'employeur. Donc, c'est voilà, les fameuses activités sur lesquelles on doit recruter. On recrute déjà des gens trop diplômés. Dans l'action sociale. Et aussi chez les questions assistantes maternelles, aide à domicile, employés de maison, c'est déjà des domaines dans lesquels on a tendance à recruter des personnels qualifiés, alors que en fait, on estime que c'est des métiers moins qualifiés. Et puis, on a aussi un écart avec le niveau national dans les activités financières et d'assurance. Dans l'industrie, cette question de surdiplôme, elle est plus fréquente dans le textile et dans l'habillement. Et puis, l'écart avec le niveau national, il est plus notable dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. Donc, on va sans doute approfondir ce point parce que on aimerait comprendre un peu plus ces questions d'adaptation du niveau de l'emploi au niveau du diplôme. Mais c'est vrai qu'on pousse de plus en plus nos jeunes finalement à aller vers des diplômes de plus en plus élevés, alors qu'on a un appareil productif qui a encore besoin finalement c'est encore avec une partie industrie de main-d'œuvre. Je laisse la parole à Cécile pour la suite. Donc effectivement, toutes ces caractéristiques de l'économie ligérienne, on va les retrouver en fait en projection, ce qui est bien normal puisqu'on s'appuie sur le passé. Et donc on fait pas de miracle. Donc ce que je vais vous présenter, c'est à peu près tous les tableaux que je vous ai présentés au niveau national ou de comparaison entre régions. Je vais vous la présenter pour la région Pays de la Loire. Alors d'abord en termes de flux globaux, c'est quoi les Pays de la Loire en 2030? Les Pays de la Loire en 2030, c'est 50 000 besoins de recrutement, dont 10 000 créations nettes d'emplois. Donc les départs en fin de carrière sont d'une ampleur comparable au niveau national. En revanche, on a plus de création d'emplois. Donc, on l'a bien expliqué sur ce U de la croissance dont font partie les Pays de la Loire. Du côté des jeunes débutants, on a un flux de 36 000 jeunes d'ici 2030. Ce qui est un peu inférieur au flux, à la moyenne nationale en fait. Et puis, on a 2000 nouveaux arrivants qui viennent d'autres régions et qui représentent 4% de l'emploi actuel. Donc, c'est pas du tout négligeable sur ces macro-flux. Alors après, quels sont les métiers qui vont être les plus dynamiques en termes d'emploi à 2030? C'est le graphique que je vous présente ici. Il est un petit peu compliqué, mais il est très intéressant. La courbe noire, en fait, ce qui entoure, c'est le résultat de la projection. Mais les deux couleurs au milieu, le bleu foncé, ça vous montre la dynamique d'emploi nationale. Et le bleu clair, c'est la dynamique propre à la région. Et je vous ai mis en marge l'évolution en pourcentage de l'emploi au niveau national et au niveau régional. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas une grande différence par rapport au niveau national sur la hiérarchie des métiers à plus fort besoin de recrutement, mais qu'en revanche, tous ces métiers recrutent bien plus fortement dans les Pays de la Loire, en dehors des professions de santé, qui sont, elles, non pas dictées par une dynamique économique, mais plus par des besoins structurels et par une socialisation de la dépense. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Et du coup, ça change un tout petit peu. Mais si on regarde, ce sont les mêmes métiers, mais ils sont beaucoup plus créateurs d'emplois. Si on regarde maintenant le graphique des premiers métiers à fort besoin de recrutement, là non plus, la hiérarchie des métiers n'est pas profondément modifiée. On a toujours nos agents d'entretien, nos conducteurs de véhicules et nos enseignants en pôle position.
En revanche, apparaissent déjà, et dès maintenant, les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs et bûcherons qui sont, vous le verrez, par la suite surreprésentés dans la région et même si on a une déprise agricole, comme partout ailleurs, les Pays de la Loire, ça reste un pays, agricole, et qui, n'est pas le premier puisque c'est pas la première région puisque c'est la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine effectivement, mais qui reste quand même profondément agricole et bien plus profondément que, d'autres territoires, mais dont l'emploi, est plutôt en recul sur, ces métiers et pourtant, du fait la part, des seniors très élevée parmi les agriculteurs, on a un métier qui fait partie des 10 métiers à plus fort besoin de recrutement dans les Pays de la Loire, ce qui interroge, hein, alors peut-être sur ce métier, heu, aussi, sur la question des reprises d'activité et sans doute la concentration des exploitations, parce que c'est ça qu'on a connu, par le passé. J'avais oublié qu'on avait un petit intermède. Alors, comme tout à l'heure, On a des quiz surprises, en fait. avant d'arriver sur la question des déséquilibres, on avait envie de vous demander ce que vous en pensiez comme ça, à première vue, avant que Cécile le présente. Et donc, d'après vous, en Pays de la Loire, d'ici 2030, quels seront les 3 métiers les plus déséquilibrés? Avec le plus grand déficit potentiel de main-d'œuvre. Alors, effectivement, en plus, l'affichage était un peu tronqué et on a précisé les plus déséquilibrés entre les besoins de recrutement et les jeunes sortant de formation initiale. Cécile, je te donne la main pour regarder ces résultats. Donc, le vote s'établit en 1, les agents d'entretien, en 2, les agriculteurs et en 3, les conducteurs de véhicules. Alors, vous avez bon sur les agents d'entretien et les conducteurs de véhicules, mais vous avez faux sur les agriculteurs. Si j'arrive à passer à la suite, alors attends, c'est celui-là? Ça vient. Voilà. Donc c'est ça le résultat. Donc vous voyez qu'effectivement, les agents d'entretien et les conducteurs de véhicules font partie des 3 premiers métiers à plus fort, déficit potentiel de main-d'œuvre. En revanche, les agriculteurs et c'est surtout parce qu'ils créent pas d'emplois, hein, et que finalement, en Pays de la Loire, on a quand même des jeunes, qui, rejoignent ce métier. Qu'on a, donc un déficit potentiel de main-d'œuvre, mais qui, n'est pas, enfin qui est très élevé, hein, mais qui n'est pas le plus élevé. Et là, on a, aussi alors les cadres commerciaux et les cadres des services administratifs, comptables et financiers, donc qui rejoignent, la question de la tertiarisation, de l'emploi, y compris, dans une économie aussi diversifiée que l'économie nigérienne. Et où, malgré, l'apport de main-d'œuvre venue d'autres régions, ça suffit pas du tout, à combler, les besoins. Et puis, l'économie présentielle aussi, qui est, là, présente avec les assistants maternels,
qui est cette fécondité qui était plus importante en Pays de la Loire qu'en moyenne dans le reste du territoire, et où là, pour le coup, c'est vraiment des métiers où on n'anticipe pas une création d'emplois, puisqu'on anticipe une baisse de la fécondité. Donc, que ce soit au niveau national ou non, c'est vraiment des métiers qui vont pas recruter beaucoup, mais qui sont des métiers qui vont avoir énormément de départs, donc avec des difficultés potentielles de recrutement assez importantes, d'autant que les tensions sont déjà très fortes. Et ce qui est remarquable dans les métiers qui sont les plus en déséquilibre, c'est que tous ces métiers en Pays de la Loire ont déjà des très fortes difficultés de recrutement. C'est pas le cas, par exemple, des agents d'entretien en Île-de-France, hein, du tout, où les tensions sur le recrutement ne sont pas du tout fortes, ni sur les assistants maternels d'ailleurs. Donc, on a vraiment des différences entre régions. La difficulté, effectivement, c'est qu'en Pays de la Loire, quel que soit le métier, grosso modo, vu les spécificités démographiques, l'attractivité du territoire, son dynamisme économique et en même temps ce vieillissement de la population qui est inéluctable pour tout le monde, on a des difficultés qui sont particulières. Le dernier tableau graphique que je voudrais vous montrer, c'est celui des métiers spécifiques à la région. Alors, les métiers spécifiques, ce qu'on appelle un métier spécifique, c'est un métier dont le poids dans l'économie régionale est plus important qu'en moyenne nationale. Et on va retrouver ce que vous a raconté Nathalie, hein. Donc, on a une économie nigérienne où le poids des ouvriers et des techniciens de l'industrie est beaucoup plus prononcé qu'ailleurs. Et où on va avoir une spécialisation agricole encore assez marquée avec les agriculteurs et les maraîchers qui sont dans ces métiers, mais aussi des spécialisations, on va dire, agroalimentaires, puisque vous avez les ouvriers des industries de process et les bouchers, charcutiers, boulangers qui peuvent être embauchés non pas seulement comme artisans, hein, mais dans les industries de l'agroalimentaire, hein. Donc, et ça, ce sont des métiers qui sont très présents avec des déséquilibres qui vont s'accroître. Donc ça, on l'a dit pour les agriculteurs, pour les techniciens des industries mécaniques et pour les assistants maternels. Mais aussi pour les ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal et qui vont rester à l'identique à peu près chez les maraîchers, les ouvriers du gros œuvre ou les ouvriers peu qualifiés des industries de process. Et donc, on observe bien cette particularité des Pays de la Loire, où on a quand même une diversité sectorielle et de métiers qui est sans doute plus importante qu'ailleurs et qui pourrait être comparable à Rhône-Alpes, mais avec peu de cadres, parce que si je compare par exemple avec même l'Occitanie ou même la Nouvelle-Aquitaine, on a moins d'industries de pointe en fait. Donc on a un secteur industriel qui est certes peut-être aussi avec moins de grandes entreprises, j'imagine. C'est le cas avec beaucoup de sous-traitants et donc du coup moins de cadres, mais les ingénieurs et cadres de l'industrie ou les ingénieurs informatiques ne sont toujours pas surreprésentés en Pays de la Loire, alors que c'est le cas en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Moins de recherche et développement Et aussi. moins de recherche et développement, voilà, c'est ça. Et donc, on voit bien cette particularité et qui est sans doute liée aussi à la taille des entreprises et à la localisation d'entreprises qui doivent être plus sous-traitantes, mais des régions avoisinantes, évidemment. Donc, on va s'arrêter là et on va peut-être continuer à répondre à vos questions. Si on vous a pas totalement assommé avec tous nos chiffres. Oh, on aurait pu être pire aussi.
Tina, je peux arrêter le partage. C'est ça. Bon, vous a définitivement assommé, c'est clair. Pause café. Moi, je pense qu'il y a une question qu'on n'a pas trop regardée, mais c'est sur l'emploi des seniors. C'est qu'en fait, on a beaucoup parlé, moi j'ai beaucoup parlé là de la taux d'activité chez les femmes, les jeunes, mais en fait, on a aussi des taux d'activité et des taux d'emploi qui sont plus faibles chez les seniors. Et on voit qu'on est dans une question de quand même de vieillissement de la population active. On a encore besoin de métiers d'ouvriers qualifiés dans des industries de main-d'œuvre. Il y a quand même la question de comment est-ce qu'on va gérer cette transition. Donc là, c'est pas sur la question environnementale, mais finalement sur l'adéquation entre les différents métiers, quoi. Donc je ne sais pas si toi, tu as regardé ces questions-là, justement de vieillissement de la population active et de type de métier, si c'est des questions que vous avez abordées. Alors, dans les départs en retraite, en fait, enfin, les départs en fin de carrière, on modélise pas que la retraite, mais aussi la pénibilité, puisque on regarde les individus qui partent précocement du marché du travail avant la liquidation de leur retraite. Et ils partent pour 2 raisons essentielles. Ils partent pour chômage et pour maladie professionnelle. Et donc effectivement, dans ces 2 raisons qui ne sont pas des raisons de liquidation de retraite, enfin d'âge et donc de réforme, c'est le déterminant social et de qualification est extrêmement important et donc c'est plus important chez les ouvriers. Alors c'est beaucoup lié à la pénibilité physique du travail quand même si, on a une montée de la pénibilité psychique, qui est très forte, et qui peut être physique et psychique chez les aides-soignants qui ont, des troubles musculo-squelettiques, et une gestion du stress, et de la charge émotionnelle. Mais c'est vrai que, c'est très déterminé par la qualification, en fait. Et donc il y a cette question d'usure au travail qui, n'est pas une question nouvelle, hein, mais qui, effectivement se repose avec plus d'acuité avec le vieillissement, de la population et de la population active. J'ai une question par rapport à comment est-ce que vous approchez, la notion de travail détaché? Ah oui, alors j'en ai pas parlé effectivement. On prend pas, le travail détaché puisque, on est sur, l'enquête emploi qui, va interroger, les ménages, qui habitent en France. Donc le travail détaché normalement il faut pas venir plus de 6 mois, enfin c'est enserré dans des règles quand même, relativement strictes, donc je pense pas qu'ils soient interrogés, pour tout dire. On ne prend pas non plus en considération ce qui est plus embêtant, le, travail transfrontalier d'une manière générale. Donc pour les Pays de la Loire, c'est pas gênant, mais pour des régions comme, Auvergne-Rhône-Alpes ou Grand Est, qui sont vraiment frontaliers, de pays qui en plus ont des niveaux de revenus, relativement élevés, où on va avoir un travail transfrontalier de résidents en France qui vont commuter, tous les jours. Là, c'est un peu c'est plus embêtant puisque, ça peut accroître leurs difficultés de recrutement, eux, puisqu'on a des résidents qui, en fait, vont pas du tout, travailler là, quoi. Donc et en plus, dans le cas de Grand Est, non seulement ils ont des résidents qui vont travailler, au Luxembourg, hein, beaucoup, puisque c'est à la fois très riche et très francophone. C'est c'est le double effet qui se coule et mais ils ont aussi des gens qui déménagent, qui partent de la région Grand Est. C'est la région où il y a le plus de départs après l'Île-de-France, même si c'est sans commune mesure, hein. Alors, pour compléter un peu sur les
Non, il y avait, juste 2 secondes pour compléter un peu sur les travailleurs détachés. En fait, ça dépend comment ils sont logés. Donc, s'ils sont logés de manière, temporaire, là, on va pas du tout les repérer. Si par contre, c'est quand même des gens qui restent plusieurs mois et qui ont un logement ordinaire, en fait, ils peuvent, répondre à l'enquête emploi, parce que du coup, ils seront logés, normalement et comme on regarde pas du tout la nationalité des gens dans ces prises en considération, du coup, ils peuvent être approchés comme ça. Mais ça peut être que partiel parce que, il faut qu'ils restent suffisamment longtemps pour avoir un logement. Je- J'avais une question sur les. Oui, oui. Sur la prise en compte des. Oui, Fanny Herménard, j'ai déjà pris la parole tout à l'heure. Sur la prise en compte des reconversions. Est-ce que on a la sensation que c'est un phénomène beaucoup plus marqué? Est-ce que c'est déjà suffisamment marqué pour que vous projetiez, parce que j'ai bien compris que vous partiez d'une réalité pour projeter. Donc, est-ce que la dynamique est déjà suffisamment en place pour que vous l'intégriez dans vos projections? Alors, c'est ce qu'on comptait faire. En fait, ce qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas fait finalement, c'était, parce que nos résultats n'étaient pas tout à fait assez robustes, c'était effectivement non pas prendre les reconversions, mais de prendre tous les changements de métier. Donc dans les changements de métier, vous avez des gens qui vont faire de la mobilité sociale ascendante ou descendante, hein, d'ailleurs. Ça arrive, et vous allez avoir des vraies reconversions. Mais c'est pas l'essentiel aujourd'hui des changements de métier. Donc on a, essentiellement, vous allez aller, les changements de domaine professionnel, par exemple, sont plus rares que le fait de passer, d'ouvrier peu qualifié à ouvrier qualifié, à technicien ou à cadre. Donc dans la banque et les assurances, par exemple, on a une mobilité sociale ascendante, quand même assez forte et dans d'autres domaines aussi. Et on connaît aussi, le fait que vous avez des métiers qui sont proches et qui s'auto-alimentent. C'est vrai chez des métiers peu qualifiés comme agent d'entretien, aide-soignant, aide à domicile ou dans des métiers très qualifiés comme ingénieur de l'industrie, personnel d'études et de recherche et ingénieur informatique. En fonction des métiers qu'ils exercent, en fait, voilà, mais ils restent dans le même type de métier et donc les vrais changements de métier, c'est plus compliqué. Individuellement, c'est plus compliqué. C'est un investissement, parce qu'en général, ça veut dire, souvent de la formation continue ou en tout cas une recherche d'emploi qui n'est pas tout à fait la même puisque vous ne pouvez pas vous faire valoir, une expérience, passée. Donc c'est plus aléatoire et ça passe souvent par la case chômage, en fait. Voilà. C'est les reconversions sont celles-là. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que la nécessité de la reconversion et si on veut pas faire sans doute les mêmes erreurs qu'on a fait avec la désindustrialisation, il faut qu'on la pense maintenant, parce qu'elle va pouvoir être de manière, relativement importante. Alors pas dans les 3 ans qui viennent, hein, les choses évoluent pas si brutalement, mais effectivement la transition écologique, elle va dégrader, certains métiers et elle va, en faire croître d'autres, mais forcément c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes expériences et peu importe comment on les acquiert, il faut les acquérir. En général, dans l'emploi, c'est mieux, ça marche mieux après sur le marché du travail pour s'insérer et c'est vrai qu'il faut qu'on s'y prépare. Alors, en visio, il y a 2 questions sur, la prise en compte du télétravail. Est-ce qu'elle a été prise en compte dans les projections? CF période de confinement avec mise en exergue du travail à distance pour, de nombreux métiers qualifiés et voilà, est-ce que ça a un impact fort sur les travaux? Comment en suivre l'impact, sachant que notre région peut attirer des salariés de régions parisiennes, mais qui restent officiellement salariés en Île-de-France? Alors je vais faire une réponse de Normand, même si je suis en Pays de la Loire, oui et non. Donc oui, on a intégré tout à fait, l'occurrence du télétravail et sa généralisation bien plus importante que par le passé, sur la projection macro-sectorielle. C'est-à-dire qu'on a considéré
qu'on allait faire 2 jours par mois dans les métiers télétravaillables et que ça allait avoir un impact positif sur l'informatique. Donc on a eu une croissance plus forte de l'informatique et négatif sur la mobilité, donc transport, commerce et hôtellerie-restauration. Parce qu'on allait, moins circuler pour le travail. Donc c'est pas énorme, mais c'est un peu. En revanche, dans, ce qu'on a projeté, en particulier des mobilités régionales, les mobilités régionales, elles intègrent pas du tout le télétravail et elles intègrent pas le télétravail parce qu'on sait pas comment les intégrer. Donc, on n'a pas assez de recul pour savoir encore une fois, on s'est fondé sur un passé où on a des mobilités toujours dans le même sens et ça, c'est un peu certain, quoi. Mais on n'a pas intégré le changement climatique parce qu'à 2030, peut-être qu'ils auront pas au même endroit, mais ça, c'est pareil, on n'en sait rien. En revanche, ce qu'on n'a pas intégré parce qu'on ne sait pas tellement l'appréhender, c'est le fait qu'on peut avoir des métiers télétravaillables qui vont rester en Île-de-France et qui vont s'installer en Pays de la Loire. C'est possible, mais on ne le sait pas et ce qu'on observe, c'est qu'on est revenu un peu sur, le tout télétravail évidemment du confinement et que les entreprises, d'abord parce qu'on a dû faire des accords puisque je vous rappelle que pour télétravailler, il faut avoir un accord d'entreprise. Donc cet accord est négocié, que ce qu'on a négocié le plus communément, c'est pas du tout télétravail ou du travail à la carte, c'est un travail 2 jours, 3 jours par semaine, 3 jours max, avec des temps de présence nécessaires collectifs. C'est un peu la norme. Donc le temps de présence nécessaire collectif, ça veut dire que les gens peuvent pas aller super loin. Donc les Pays de la Loire, ça marche bien. C'est pas si loin que ça de pas mal d'endroits, mais quand même, c'est pas si évident et donc du coup, c'est vrai qu'on a du mal à voir des gens qui s'installent complètement. En tout cas, il faudra plus de temps de recul pour savoir si c'est quelque chose qui est pérenne. Encore une fois, nous, on fait de la projection à 10 ans, on prend pas des choses qui sont conjoncturelles et c'est difficile pour nous, hein, parce qu'on peut y être incité, on se réfrène, on réfléchit, on dit: «Non, ça, c'est pas structurel» et effectivement, il faut qu'on ait la preuve que ça le soit et pour l'instant, c'est vrai que et donc on va suivre ça et la DARES le suit, particulièrement et je pense que, à la prochaine projection, on en saura plus. Moi, je suis d'accord avec, Cécile, hein. On avait eu cette discussion au Césaire, sur, les impacts du télétravail, mais dans les faits, les enquêtes montrent qu'aujourd'hui, les activités sont pas totalement télétravaillées. Donc on ne peut pas imaginer que les gens s'installent à 600 kilomètres de leur lieu de travail. En fait, aujourd'hui, c'est pas le cas et dans les premières analyses sur les déplacements, les départs, de vagues de Franciliens qui iraient s'installer on ne sait pas où, on voit que c'est quand même, enfin, il y a eu quelques évolutions, mais c'est quand même, assez mineur, en fait. C'est pas massif, en fait, comme élément et on a aussi, des gens qui ont quitté, les centres des agglomérations pour aller s'installer en périphérie. C'est des mouvements qui existaient déjà avant, qui sont un peu plus renforcés aujourd'hui, depuis la période covid, mais c'est pas non plus un changement de fonctionnement, complet avec, des personnes qui seraient complètement installées à la campagne. Bah, pour ces raisons-là, hein, c'est qu'en fait c'est pas complètement des activités télétravaillées. Il y a une autre question, sur la question des places en formation. En combien de temps ces constats de besoin de poste sont pris en compte pour créer des places en formation initiale ou continue? Alors, je l'ai sans doute pas assez marqué parce qu'on a déjà parlé trop longtemps. La formation n'est qu'une des solutions, pour résoudre les pénuries de main-d'œuvre. D'abord parce qu'on n'apprend pas qu'en formation, donc on apprend aussi beaucoup au travail et l'expérience, plus on a d'ancienneté sur le marché du travail, plus l'expérience est prise en compte par le recruteur. Après parce que, l'offre de formation ne suffit pas à attirer les jeunes dans les formations et que donc on a plein d'exemples, en particulier dans les métiers du bâtiment où vous avez des offres de formation, des places de formation qui ne sont pas pourvues. Donc où les jeunes n'y vont pas. Donc on a en général pour un métier, même quand on a un fort lien entre la spécialité de formation et l'emploi, les pénuries de main-d'œuvre, elles sont multidimensionnelles. Donc elles relèvent
à la fois effectivement la nécessité d'acquérir des compétences spécifiques, mais elle relève aussi de l'attractivité des métiers. Par exemple, l'industrie a beaucoup perdu en attractivité simplement du fait de la désindustrialisation, même si les conditions de travail et de rémunération ne sont pas mauvaises. Après, vous avez les conditions de travail, les statuts d'emploi. Et donc là, effectivement, vous avez des métiers qui ont un caractère pénible et qui ont des statuts d'emploi précaires. Donc c'est vrai de beaucoup de métiers peu qualifiés, hein. Donc le statut précaire est très lié à la qualification de l'emploi malheureusement. Et puis vous avez la rémunération évidemment, hein. Donc on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on a l'habitude de dire, donc ça reste vrai. Et puis vous avez la non-mixité des métiers. Donc les métiers, une partie des métiers qui sont très fortement en tension, qu'ils soient qualifiés ou non, sont des métiers très fortement féminisés dans le soin et très fortement masculinisés dans le bâtiment, l'industrie et l'informatique. Et donc vous avez que la moitié de la population active qui peut candidater, ce qui est dommage. Et ça, effectivement, c'est avant même la formation, quoi. On est dans des stéréotypes de genre très puissants et très anciens et qu'on a du mal à faire bouger et qui vont de l'école maternelle à l'orientation à l'université en passant par le choix d'un métier. Il y a une dernière question qui est pas tout à fait une question, en fait, peut-être un peu plus un commentaire sur le fait que vous avez évoqué les diplômes, que c'est un paramètre moins prégnant qu'auparavant, car beaucoup d'employeurs mettent l'accent sur les compétences, les savoir-faire. Les entreprises forment au besoin sur la technicité et de plus, beaucoup de personnes se réorientent vers des métiers, par exemple la confection, la maroquinerie, la garde d'enfants, qui n'ont rien à voir avec leur diplôme obtenu auparavant. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on observe sur le marché du travail. Donc là, c'est pareil. Il faudra qu'on regarde. Encore une fois, je disais, les reconversions ne sont pas majoritaires. Ça peut changer. Et effectivement, la question du sens, elle s'est beaucoup posée avec le Covid. Et elle est en arrière-fond de beaucoup de reconversions. En milieu de carrière, hein, souvent, je l'entends. Après, encore une fois, il faut pouvoir faire ces reconversions. Il faut aussi en avoir les moyens parce que c'est pas si facile que ça d'avoir un niveau de diplôme et de salaire qui correspond et de passer malgré tout à des métiers soit plus proches des gens, soit plus manuels, mais qui sont globalement moins bien payés, hein. Je veux dire, c'est une réalité tout à fait objective. Et donc, on n'est pas maître de la rémunération qui est proposée. Et donc, mais c'est ce qu'on observe, non, c'est plutôt qu'on a le diplôme continue à protéger, bien que moins qu'avant, du risque de chômage, en fait. C'est ça. Donc cette protection, elle est moins forte qu'hier, c'est certain. Et comme l'a dit Nathalie, on a un problème aussi pas qu'en Pays de la Loire, en France d'une manière générale. On a une élévation du niveau de diplôme et c'est très bien parce que ça n'est pas que pour le marché du travail. C'est un niveau d'éducation de la population et des citoyens qui est un objectif en soi. Mais on n'a pas finalement assez de postes de niveau de qualification comparable en face. Ben, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions passionnantes. Y a-t-il une dernière question? Non, voilà.